Bonjour, donc je vais continuer la partie restante du chapitre 4 qui sera consacrée à quelques interprétations et comment faire le lien entre le tableau optimal primal et le tableau optimal dual. Bon, je vais commencer par deux théorèmes qui sont très importants. Le théorème de dualité forte qui nous dit tout simplement que la solution optimale d'un problème primal est la même que la solution optimale du problème dual. Bien évidemment, je parle de la fonction objective, c'est-à-dire z étoile est égal à w étoile, ce qui revient à dire que c transposé x étoile est égal à p transposé y étoile. Alors, deuxième théorème, il nous dit une chose importante, c'est une complémentarité entre les deux problèmes. Ça veut dire que yi, quand on arrive à l'optimum, entre le problème primal et le problème dual, yi optimal et xi optimal réalisent un système d'équations qui nous dit tout simplement yi fois bi moins sigma aij xj est égal à 0, quel que soit i, et sigma yi aij moins cj fois xj est égal à 0, quel que soit j. Bon, si j'explique les deux relations. Alors si vous regardez bien, ce qu'on a entre parenthèses, c'est tout simplement le second membre moins ce qui est consommé, dans les deux cas. Ça veut dire que ce sont les variables d'écart. Donc ici, la variable d'écart du problème primal, qu'on appelle d'habitude ei, et la variable d'écart du problème dual qu'on appellera tj, ce qui revient à dire yi ei est égal à 0 et tj xj est égal à 0 à l'optimum. Alors, prenons l'exemple, je considère le problème précédent, c'est-à-dire le problème de maximisation et son dual problème de minimisation. Si je considère x et y deux solutions réalisables, x est optimal et y est optimal, cela revient à dire que y1 est égal fois 50 moins 2x1 moins y2 est égal à 0. Autrement dit, ça revient à faire cet écart-là, 50, moins ce qu'on va consommer, ça va donner l'écart, fois y1 associé, ça fait 0. Et la même chose, 25 moins x1 moins 3x2 fois y2 est égal à 0, 60 moins 3x1 moins 4x2 fois y3 est égal à 0. De même de l'autre côté, 5000 moins 2y1 moins y2 moins 3y3 fois x1 est égal à 0. Et 2000 moins y1 moins 3y2 moins 4y3 est égal à fois x2 est égal à 0. Alors ce qui revient à dire que soit la contrainte est saturée, soit la contrainte, la variable de décision du problème associé est nulle. Ce qui revient à faire une interprétation entre les deux systèmes, enfin les deux problèmes, le problème primal et le problème dual. Alors, regardons les conséquences. Donc, si la ième contrainte du problème P primal est non saturée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que BI moins la somme de AIJ XJ est différente de 0. Donc, ça veut dire tout simplement que EI est différent de 0. Si EI est différent de 0, on sait d'après le théorème de complémentarité que EI fois YI est égal à 0. Ben, ce qui revient à dire que YI forcément est égal à 0. Parce que tout simplement, on a le produit de deux éléments. A fois B est égal à 0, ça veut dire que A égale à 0, ou bien B égale à 0. Je peux faire la même chose, même raisonnement pour l'autre côté, c'est-à-dire si la jème contrainte du problème dual est non saturée, ça veut dire que la différence entre le second membre, ce qui est consommé, est différent de 0, cela revient à dire que xj étoile associé est égal à 0. Et inversement, si la variable de décision est strictement non nulle, ça veut dire que la contrainte associée est saturée. Voilà. Donc ça, c'est pour ça qu'on l'appelle le théorème de complémentarité. Autrement dit, ce genre de question qui permet ce genre d'analyse qui permet de répondre à des questions genre quel est l'intérêt d'augmenter un second membre ou bien est-ce qu'on a intérêt à réduire un second membre. Alors l'interprétation économique de ce problème, cela nous ramène à regarder ce qui se passe lorsqu'on va modifier un second membre d'une seule unité. C'est un exemple introductif du chapitre 5. Prenons l'exemple. Alors, pour cet exemple, on a une entreprise qui fabrique deux produits, P1 et P2, c'est-à-dire qu'on va chercher le nombre de produits P1 et le nombre de produits P2, X1 et X2. Les marges, ou plutôt la valeur unitaire de chaque produit, c'est 4 unités monétaires et 3 unités monétaires, avec deux contraintes, une contrainte de matière première et une contrainte de heures de travail.
Donc cela revient à maximiser z égale 4x1 plus 3x2, sachant que 2x1 plus x2 est inférieur ou égal à 3, 5x1 plus 3x2 est inférieur au 2, et inférieur à 11, pardon. Donc avec x1, x2, bien évidemment, sont positifs. Bien. Donc la solution de ce problème est la suivante, c'est-à-dire x1 est égal à 1, x2 est égal à 1 avec z égale à 7. Alors maintenant, on va supposer que l'entreprise a augmenté le nombre d'heures de travail et passe de 11 heures de travail par jour à 12 heures de travail par jour, ce qui revient à modifier la deuxième contrainte, c'est-à-dire 5x1 plus 6x2 inférieur à 12 et non pas 11. Alors cette modification va entraîner une modification de la solution, c'est qu'on aura une solution A' qui correspond à x1 égale à 6 sur 7 et x2 est égal à 9 sur 7 avec z' max est égal à 51 sur 7. Cette augmentation de la valeur de z max est due à une constante, une valeur qu'on va calculer par la suite. Donc je calcule la différence de z max prime avec z max, ça fait 2 sur 7. Et cette valeur 2 sur 7, ce n'est rien que la solution y2 étoile. Ce qui va nous ramener à avoir on va dire une règle, c'est que si on augmente la ième composante du second membre du problème primal BI d'une seule unité, et j'ai bien dit une seule, alors la fonction objective augmentera d'une quantité égale à la ième variable duale optimale yi étoile. Ce qui revient à nous permettre, ce qui va nous permettre de répondre aux questions genre quel est l'intérêt d'augmenter le stock ou bien quel est l'intérêt de diminuer le stock. Ça veut dire que si on a yi correspondant égal à nul ou même négatif, enfin négatif c'est pas possible parce qu'on a des variables qui sont positives, s'il est nul, on n'a pas intérêt à augmenter ce stock ou bien s'il n'est pas consommé, c'est-à-dire si la variable d'écart n'est pas égale à 0. Ça veut dire qu'il y a un reste. Et s'il y a un reste, on n'augmente pas la quantité du second membre parce que cela ne représente aucun intérêt. Alors, ce qui va nous ramener justement à étudier les valeurs de yi qui sont appelées en général les coûts marginaux ou bien les valeurs marginales d'un problème primal. Alors d'une façon générale, on a un tableau qui résume la situation de passage entre le tableau primal optimal et le tableau dual optimal. Bon, dans un tableau simplex, on a toujours les variables en haut, la fonction objective en bas et la dernière colonne c'est le second membre. Alors après, bien sûr, à l'intérieur, vous avez l'identité qui représente la matrice correspondante à la base. Et vous avez la matrice n qui correspond aux variables hors base. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que z optimal est égal à w optimal. Les coûts marginaux des variables hors base, avec un signe opposé, représentent la colonne second membre des variables de base. Et la colonne du second membre, avec un signe opposé, représente les coûts marginaux du problème dual. Les variables de décision x et y. Alors il faut savoir une chose, c'est que les variables du problème primal, grand X, contient des variables de décision, des variables d'écart. Et de même, le problème de dual, grand Y, contient des variables de décision et des variables d'écart, qu'on note en général YI et TI. Alors, ces variables-là, ils ont une autre classification, c'est qu'il y a des variables qui sont de base et des variables hors base. Alors, les variables de décision de base, ils sont associés aux variables d'écart hors base. Et les variables de décision hors base sont associées aux variables d'écart en base. Et les variables d'écart en base sont associées aux variables de décision hors base. Et les variables d'écart hors base sont associées aux variables de décision en base. C'est-à-dire, toute variable est de base, l'associé, ou bien le correspondant, la variable correspondante, elle est hors base. Et si la variable elle est hors base, la variable correspondante, elle est en base, ce qui permet de déterminer la base au préalable. Et donc, on va voir tout cela par un exemple dans la vidéo suivante. Donc, je vais m'arrêter là pour cette partie-là.